Rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on va mieux comprendre ce qui se cache donc derrière cette ORE, avec les grands témoins qui sont derrière moi. L'idée, c'est dans ce temps d'échange, de poser la question entre nature et culture, comment concilier les actions de protection patrimoniale qui sont, je dirais, dans la nature même de ce site, et le respect de la biodiversité dans laquelle ce site est inclus, puis même on verra la biodiversité à l'intérieur des murs. Donc je vais pour déjà répondre tout simplement à cette question, qu'est-ce qu'une ORE tout simplement, je vais appeler monsieur Charles Claron, qui est doctorant en économie écologique à l'École nationale des ponts et chaussées, qui va nous dire d'où vient l'ORE, puisque c'est un concept qui a été importé. Je vais appeler également Madame Vanessa Kurugui, qui est juriste à la Fédération des Seines de France. Voilà, je vais vous laisser la parole. Donc, vous allez peut-être nous exposer un petit peu donc l'origine de cette ORE et aussi nous faire un petit historique jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous, et je commence par remercier chaleureusement les organisateurs de cette journée de m'avoir invité. Moi je vais commencer par un petit point effectivement de contexte et d'histoire internationale, parce que le contrat qui est signé aujourd'hui, qui a été signé il y a quelques mois déjà, ne tombe pas du ciel. C'est vrai qu'il n'est pas arrivé par hasard en France. Et pour commencer par quelque chose de factuel, on sait aujourd'hui que compte tenu de l'ampleur et des rythmes de destruction du vivant à l'échelle planétaire, les solutions de protection de la nature sur lesquelles on s'était appuyé traditionnellement, à savoir les aires protégées, les réserves naturelles, l'exemple des réserves naturelles en France par exemple, sont des solutions qui sont nécessaires mais qui ne sont pas suffisantes. Et ce qui émerge depuis une vingtaine d'années, c'est des stratégies complémentaires où on va essayer de s'appuyer sur les protections de la nature d'initiatives privées. Et donc cette stratégie-là, elle a plusieurs avantages. L'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur d'autres acteurs, des acteurs plus variés que uniquement l'État qui protégerait la nature par des actes réglementaires, notamment de pouvoir solliciter un petit peu le concours des propriétaires, qui sont les personnes qui sont en responsabilité par rapport à la protection de la nature. Premier avantage. Le second, c'est de pouvoir imaginer des protections, des conservations de la nature qui puissent porter sur des territoires plus larges que juste ce qu'on peut faire avec des réserves naturelles, et notamment de pouvoir protéger des endroits où il n'y a pas de biodiversité qu'on appelle remarquable. Et il y a souvent cette dualité que moi je regrette un peu. On parle de biodiversité remarquable ou ordinaire. Et bon, typiquement, quand on s'appuie sur l'initiative privée pour la protection de la nature, on ne cherche pas forcément à protéger du remarquable. Alors comment ça fonctionne, cette protection de la nature d'initiative privée? C'est en fait l'ensemble des actions, des outils, des stratégies qui permettent à des acteurs privés de s'impliquer pour la protection de la nature d'un terrain privé ou d'un terrain d'un tiers. Souvent, on va s'appuyer en fait sur la propriété privée et puis les prérogatives qu'elle confère pour instaurer des mesures de protection sur un terrain. Alors, il y a plusieurs outils qui peuvent être utilisés pour ça. Ça peut être dans le statut d'une association qui va acheter des terres et qui a dans son statut ou qui a signé une charte qui dit moi ces terres je vais les gérer de telle façon. Ça peut être par des contrats, c'est ce que font les conservatoires d'espaces naturels qui ont été présentés. Une grande partie de leur activité, c'est d'aller à la rencontre d'exploitants agricoles ou bien de propriétaires fonciers pour signer des contrats avec eux. Mais de plus en plus, et depuis une dizaine d'années, l'outil qui est vraiment mis en avant dans la sphère scientifique de la conservation à l'échelle internationale, c'est ce qu'on appelle les servitudes environnementales ou servitudes de conservation, qui est le nom générique ou le nom international de l'obligation réelle environnementale. Alors ce type de contrat, pour le dire rapidement, j'en dis deux mots, ce sera présenté plus en détail par Vanessa. L'idée, c'est de prendre un engagement volontaire mais contraignant pour protéger des éléments patrimoniaux ou naturels d'un terrain.
Et ce contrat-là, il a une histoire. Il est né aux États-Unis dans les années 30. Initialement, pour protéger, en fait, les années 30, c'est le moment où on construit beaucoup d'autoroutes aux États-Unis. Et ils inventent ce principe de servitude pour protéger le panorama aux abords des autoroutes. Donc l'idée, c'était d'aller rencontrer les propriétaires qui avaient des terrains alentours et de leur dire, bon, ben, vous renoncez à votre droit à construire. Et pendant c'est perpétuel aux États-Unis. En France, c'est limité à 99 ans. Vous renoncez à votre droit à construire. Et du coup, l'idée était de préserver un petit peu le panorama, cette valeur-là patrimoniale. Et de faire des autoroutes un outil de mise en valeur du patrimoine aussi. Petit à petit, les pratiques ont évolué. Ça a évolué progressivement jusqu'à devenir un contrat de servitude de conservation. Et puis, avec l'appui de certaines législations qui ont permis d'unifier les statuts entre les différents États américains et puis de mettre en place aussi un régime fiscal incitatif, c'est-à-dire pour récompenser les propriétaires ou les inciter en tout cas à adopter ce genre de contrat. C'est un outil qui a fini par être très très utilisé aux États-Unis. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, il y a l'équivalent du territoire de la Grande-Bretagne qui est protégé par des servitudes de conservation sur le territoire américain. Donc c'est vraiment un outil qui a été énormément utilisé là-bas et qui a fait Flores, qui a servi d'exemple. Cette expérience-là a servi d'exemple à d'autres pays qui ont adopté à leur tour des servitudes de conservation. Et c'est le cas de la France en 2016, avec la fameuse loi biodiversité, qui a permis d'adopter cet outil-là. Je passe la parole à Vanessa qui va vous en dire un peu plus. Bonjour à tous, donc Vanessa Kurugji, effectivement je travaille à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels et j'ai plus particulièrement en charge le sujet des ORE qui est un sujet qui est très fortement porté par l'État, c'est un poste qui est financé par l'OFB. Comme l'a dit Charles, en fait les ORE c'est un outil qui est assez récent en France, 2016, on se dit souvent que c'était il y a longtemps, qu'est-ce qu'on en fait, où on en est, c'est assez récent. Il y a un article de loi dans le Code de l'environnement, il y a assez peu d'indications dedans, parce que c'est un contrat qui a été conçu comme un outil très très souple, qui devait pouvoir s'adapter à chaque foncier, à chaque propriétaire, en fonction des usages présents, des usages futurs qui sont envisagés. Donc le texte de loi cadre assez peu ce que le contrat doit contenir en lui-même. Donc il y a eu tout un travail un petit peu de fourmi, en fait, d'élaborer... de bien comprendre ce que c'était cet outil, de communiquer dessus, d'essayer de faire connaître et probablement de désamorcer aussi un certain nombre d'inquiétudes. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui dans le réseau des conservatoires, il y a une quarantaine d'ORE qui ont été signés. C'est la seule sur le domaine de l'État comme ça. Une ORE, en fait, ça peut être signé, comme on disait, enfin, on utilise beaucoup le terme privé. Donc ça peut être des particuliers, ça peut être des entreprises, mais comme ici, c'est sur le domaine privé d'une collectivité publique. Et ça, c'est assez important puisqu'on est chez une personne publique. Ça fait partie des quelques restrictions applicables aux ORE. Mais sinon, il n'y a pas tellement de restrictions sur les milieux. On peut être sur du bâti comme ici et du naturel. On peut être exclusivement sur du naturel, sur tout type de milieu, de la forêt, de la zone humide, des prairies. On travaille beaucoup dans le réseau avec les agriculteurs. Effectivement, on a... j'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois qu'on a 7 ou 8 ORE avec des exploitants agricoles. Et tout ça, c'est effectivement un propriétaire, un co-contractant, donc en l'occurrence le conservatoire, qui se rencontrent d'une façon ou d'une autre, qui discutent des projets et des envies de chacun et des besoins de chacun pour protéger le foncier à long terme. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Dans le cadre véritablement d'un contrat entre des co-signataires. Donc vous avez dit tout le monde peut signer une ORE, mais est-ce qu'il y a nécessairement une taille minimale, des conditions minimales Alors, il n'y a pas de taille minimale. Dans le réseau, on a des ORE qui font moins de 0,5 hectares, donc c'est vraiment pas très grand, et ça va jusqu'à 113 hectares. Y a pas, donc la durée, c'est minimum 0 ans, on s'imagine bien. Ça va jusqu'à 99 ans. On estime que c'est 99 ans reconductibles parce que juridiquement la reconduction c'est un nouveau contrat, donc on le tente, on verra bien. Pour l'instant, on n'a pas de retour d'expérience de contentieux sur le sujet, puisque comme on disait, les premières ORE elles ont été signées à toute fin des années 2010, donc pour oui c'est ça. Donc pour l'instant c'était chez des propriétaires qui étaient disposés à le faire, etc. C'est tout l'enjeu de la discussion et de la confiance avec les partenaires, c'est de se dire
comment est-ce qu'on envisage l'avenir du site. Est-ce que sur si on a des enfants, que c'est eux qui vont hériter du site, est-ce qu'ils seront d'accord, etc. C'est vraiment une démarche constructive et volontaire qui est mise en place sur ce thème-là. Et juste pour compléter sur l'aspect contrat, parce que c'est souvent une question qui revient, Charles l'a dit, c'est pas un outil réglementaire. Donc en fait, chaque partie au contrat doit veiller à ce que les autres respectent ses propres obligations. Donc il n'y aura pas d'action administrative en tant que telle, il n'y a pas de pouvoir de police qui est mis en œuvre, même si le co-contractant est public. C'est pas au titre de ces prérogatives de pouvoir de police qui va venir faire respecter le contrat. C'est vraiment avec sa casquette de co-contractant comme tout un chacun. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut être vigilant malgré tout. Et entrer dans cette relation de contrat, je pense, avec confiance, quoi. Te dire que ça se passera bien, parce que si ça se passe pas bien, ce sera à chacune des parties de veiller à ce que l'autre respecte ses obligations. Je complète juste le contrat. Il doit prévoir les modalités de révision et de résiliation. Ça paraît très juridique et très pénible, mais par définition, l'environnement, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose d'un petit peu aléatoire. On a plein de pressions qui arrivent à droite à gauche, le changement climatique, plein de choses comme ça. Le contrat doit pouvoir être un petit peu souple pour s'adapter à ça et pour s'adapter à l'évolution des conditions. Et ça s'inscrit aussi globalement dans l'idée de discussion, de partage et d'information réciproque sur ce qui se passe sur le site. Globalement, les obligations qui sont prévues, elles sont très très variables en fonction des engagements que le propriétaire souhaite prendre et des besoins qu'il a, et en fonction de ce que le contractant, donc en l'occurrence pour moi les conservatoires, ont identifié comme enjeu sur le site. Mais c'est vraiment, moi je le vois vraiment de plus en plus que c'est un outil qui est gagnant-gagnant pour des gens qui s'intéressent à la protection de l'environnement, leur environnement, et qui s'intéressent surtout à transmettre cet environnement en bon état aux générations futures. Je vous remercie. Je vous demandais de rester peut-être à proximité s'il y a un désir d'échange. Je complète juste. J'ai ramené quelques plaquettes. Si vous voulez vous servir, n'hésitez pas. Oui, je vous remercie. Vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur Auron ? Je voulais ajouter un complément, peut-être un aspect sur lequel on n'a pas suffisamment insisté. Ce qui fait vraiment l'originalité de ce contrat et la force de ce contrat, pourquoi c'est aussi tant employé à l'international, c'est que les obligations qui sont consenties, elles sont attachées au terrain. Et même en cas de changement de propriétaire, en fait, elles vont devoir rester attachées au terrain. Ce qui fait qu'on peut envisager une protection à long terme et même en cas de changement de propriétaire, ce qui est assez fort. Et c'est pour ça qu'on parle juridiquement d'obligations réelles environnementales. Le réel, ça veut dire que c'est attaché à la terre et pas à la personne. Je le dis grossièrement, mais c'est cet avantage-là qu'il faut vraiment bien avoir en tête, quoi. Quel que soit le futur propriétaire du terrain, l'obligation perdure pour les générations futures. La durée du contrat. Pendant toute la durée du contrat. Je vous remercie. Restez à proximité s'il y a quelques questions encore sur cette question générale d'explicitation de ce qu'est une ORE. Je vais me tourner vers monsieur Pascal Barbiarelli, qui lui est... vous pouvez rester assis ou venir nous rejoindre, comme vous le préférez. Chargé de mission obligations réelles environnementales au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Voilà, donc vous allez peut-être... C'est très récent, donc on peut dire que à ce titre-là, le château d'Espérant fait partie des sites précurseurs, puisqu'on voit que la loi est très récente. Donc vous avez peut-être pas énormément de recul ou de chiffres très précis, mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux des ORE en France ? Merci beaucoup. Merci beaucoup au Château d'Espérant, au service des Archives de France pour l'invitation. Et merci beaucoup pour leur engagement, parce que c'est une belle démarche, en effet, c'est quelque chose un engagement précurseur pour la protection du vivant. Donc, je suis très heureux d'être ici. Donc oui, pour faire un bilan ou un état des lieux d'utilisation des ORE, on est un petit peu embêté parce qu'en fait, jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de recensement exhaustif des contrats signés, mais c'est le cas depuis juillet. Mais malheureusement, sur les contrats qui ont été signés depuis l'entrée en vigueur de la loi, on n'a pas de données exhaustives. Donc on a des données parcellaires
qu'on a récolté, parce qu'on a dû faire il y a une publication d'un rapport du gouvernement au Parlement. Donc s'il y a des intéressés, vous pouvez le consulter. Il n'est pas très très long, il est disponible sur le site vip-public.gouv.fr si ça vous intéresse. Voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est que alors dans ce rapport, on avait certaines données, encore une fois parcellaires, au 1er janvier 2020, qui montraient que c'était un outil qui avait une utilisation assez modeste. C'est bon. Oui. Mais qui est en développement. On avait à l'époque, une douzaine de contrats signés au minimum dans le cadre de la préservation volontaire, comme c'est le cas ici. Ce qu'il faut savoir, alors je fais une petite précision, en fait les ORE peuvent être utilisés également dans le cadre de ce qu'on appelle la compensation. C'est quand il y a un projet qui a... Ah, ok. C'est Internet technique. Aucun problème. Non, mais là il y a un truc qui m'apparaît que je sais pas. Bon, ça marche, oui. Donc, dans le cadre quand il y a un projet qui porte atteinte à l'environnement, en fait, l'arrêté préfectoral qui autorise le projet peut déterminer des prescriptions de compensation de ces atteintes. Et dans ce cadre-là, les ORE peuvent également être utilisés. Mais ça, c'est une des utilisations possibles de l'outil. Donc, c'est bien identifié par les maîtres d'ouvrage et les personnes qui font de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Mais c'est pas l'utilisation pour laquelle l'outil a été principalement conçu. Et donc, c'est pas du tout dans ce cadre que l'ORE du château a été signé. Donc, ce que je peux dire, c'est que donc on avait on notait du coup en 2020 un attrait peut-être plus marqué dans le cadre de la compensation, mais depuis lors, on sait qu'il y a plusieurs dizaines de contrats qui ont été signés dans le cadre de la préservation volontaire, comme c'est le cas ici. Et donc c'est un outil qui a clairement, dont le développement se poursuit. On a plus de communication aussi. Il y a beaucoup d'articles de presse quotidienne régionale qui parlent de contrats qui ont été signés. Il y a eu un article sur Le Monde aussi. Il y a une émission de radio. Enfin, au niveau communication, ça commence à être beaucoup plus connu. Alors pour vous donner quelques chiffres, on avait je vous ai déjà donné une douzaine de contrats signés à l'époque, depuis il y en a eu plusieurs dizaines. Sur les données qu'on avait en janvier 2020, on avait une durée moyenne de 65 ans, donc c'était un engagement sur la durée en général, et une superficie moyenne de 12,5 hectares. Et le type de propriétaire, c'était essentiellement des propriétaires privés, parce qu'évidemment une collectivité, ou dans le cas d'ici c'est l'État en tant que propriétaire sur le domaine privé qui peut s'engager également, mais des propriétaires privés qui s'engagent et des propriétaires de terrains agricoles notamment qui s'engagent, qui veulent faire perdurer des mesures, une gestion qu'ils ont mise en place, ou s'engager dans une nouvelle démarche. Les deux cas sont possibles. Et c'est une démarche, comme l'a dit Charles Claron tout à l'heure, ça donne des garanties supplémentaires par rapport à un contrat classique, puisque comme c'est attaché au bien, ça reste en vigueur. Donc c'est ça qui attire en fait, qui attire en général les signataires. Et c'est un outil qui peut permettre pour des personnes, des structures qui ont des stratégies foncières, les conservatoires d'espaces naturels ou le conservatoire du littoral, de mener une démarche complémentaire de l'acquisition. Là, si on se passe du point de vue de ces acteurs-là, ici ils peuvent avoir une stratégie de territoire en se disant, là on a certains terrains, on est propriétaire, et sur ces autres terrains-là, on aimerait bien qu'il y ait des mesures en faveur de la biodiversité qui soient en place. Dans ce cas-là, on passe par une ORE. Et pour les propriétaires, quel qu'il soit, ça permet de fiabiliser un mode de gestion durable sur un temps long. Pour ce qui est de l'utilisation géographique, alors il n'y a pas vraiment de ligne de force sur le territoire national. On a quand même peut-être deux régions dans lesquelles il y a plus de contrats signés en Normandie, notamment où le Seine en a signé plusieurs, et le parc naturel régional, un parc naturel régional en a signé plusieurs. Ah. Enchanté. Et on a également en Savoie, Haute-Savoie, il y en a plusieurs qui ont été signés, ils ont été assez précurseurs dans... Oui, c'est vrai, Nouvelle-Aquitaine. Vous avez été perturbé par la biodiversité. Non, il n'y a aucun problème. Voilà. Une biodiversité artistique. Oui. Et oui, pour compléter là-dessus sur l'aspect géographique, c'est aussi il y a aussi plusieurs contrats qui ont été signés en Guyane. Voilà, c'est aussi un outil qui est adapté au DOM. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ?
que pour ce qui est de, on parlait tout à l'heure de l'attractivité fiscale, alors il y a quelques avantages fiscaux quand même, je dois en parler quand même. C'est-à-dire que quand le contrat est signé, il n'y a pas de droit d'enregistrement, il n'y a pas de taxe la publicité foncière, puisque c'est un contrat qui doit être enregistré au service de la publicité foncière, mais il n'y a aucune taxe qui est prélevée à ce moment-là. Et il y a également une possibilité pour les communes et les établissements publics d'exonérer de taxes foncières sur le non bâti. Donc c'est quelque chose qui a été assez peu mis en place pour le moment, mais voilà, c'est quelque chose qui existe. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire, et puis. Une forme de reconnaissance en fait de cet engagement. Oui, tout à fait. Voilà, c'est le fait. En fait, pour être complet là-dessus, la loi de finances 2021 a renforcé un peu ces avantages fiscaux, justement dans une logique de promotion de l'outil. De soutien et on va dire tout à l'heure Madame Curugui venait sur l'intérêt, un peu la relation gagnant-gagnant, mais très concrètement en fait pour vous quel est l'intérêt, quelles sont les motivations des propriétaires, les principales? Alors là je peux pas vous dire parce que je suis pas en fait, comme l'État a un rôle vraiment de mise à disposition de l'outil, on n'est pas là, il n'y a pas d'instruction en fait, donc c'est vraiment enfin le rôle de l'État, enfin en tout cas en tant que personne qui assure le suivi de l'outil, c'est vraiment de faire sa promotion et de voir comment il est utilisé. Mais on sonde pas les propriétaires pour leur demander. Voilà, ça c'est plus. Je pense que ce sera plus Vanessa qui pourra vous dire, parce que qui serait elle dans le. Mais ça a été conçu en tout cas pour vraiment une logique de participation citoyenne à la préservation de la biodiversité. En fait, il y a quelque chose une critique qui est souvent faite pour le droit de l'environnement, c'est de dire c'est quelque chose qui vient du haut, c'est imposé, c'est très réglé. On a eu beaucoup ça sur les zones Natura 2000 en disant c'est quelque chose qui vient du haut, la mise en place a été assez compliquée. Là on est déjà dans quelque chose qui est vraiment totalement volontaire, c'est-à-dire que personne ne va forcer un propriétaire à s'engager à faire ça. C'est vraiment quelque chose qui vient du bas et qui est fait pour s'adapter à toutes les situations possibles. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention, je vais vous laisser peut-être